Il y a des milliards d'années, Vénus, une des planètes les plus proches de la Terre, pourrait avoir abrité des océans et des cours d'eau, des habitats fertiles comparables à ceux des premiers millénaires de la Terre. Aujourd'hui, sa surface carbonisée est le vestige d'une destruction volcanique ancienne. Son atmosphère est dense et toxique. Les scientifiques dévoilent des stratégies audacieuses qui leur permettront d'explorer ces paysages inhospitaliers afin d'en savoir plus sur la période où Vénus a été plus accueillante. Comment Vénus est-elle devenue une planète aussi hostile? Et comment la Terre est-elle restée une planète hospitalière? À la surface, l'air vénusien, composé à 95% de dioxyde de carbone, est extrêmement dense et assez chaud pour faire fondre du plomb. L'atmosphère est envahie par d'épais nuages de dioxyde de soufre. Les sondes envoyées sur Vénus n'ont jamais résisté plus de 2 heures. Voici les seules photos prises à la surface, envoyées par les sondes du programme soviétique Venera dans les années 70. Les images radar captées par la mission Magellan dans les années 90 ont continué d'attiser notre curiosité. On imagine Vénus comme une planète affreuse et terrifiante, parce qu'on a gardé en tête les photos des sondes soviétiques, avec la roche érodée et l'atmosphère écrasante. Mais quand on observe les images de Magellan, on découvre des formes volcaniques, des coulées de lave, mais aussi des vallées, des gorges et des canyons à la fois étranges et fascinants, qui ont été creusés par la lave. Il y a des volcans de toute taille et de différentes formes. Je suis sûr que les paysages sont très beaux. Il y a des milliers d'années, en Asie, des observateurs voyaient en Vénus 2 étoiles différentes. Kiming, l'étoile étincelante du matin, et Shenyang, l'astre exalté de l'Ouest, visible le soir. Elle est toujours proche de l'horizon. On ne verra jamais Vénus au zénith à minuit. Elle sera toujours vers l'horizon à l'aube et au crépuscule. Les prêtres sumériens l'associaient à Inanna, la déesse de la sexualité, de la fertilité, de la beauté et de la séduction. Dans la mythologie grecque, Inanna est devenue Aphrodite. Cette divinité née de l'écume protège les marins et nous invite à nous aventurer dans l'inconnu. Le mois d'avril était celui de Vénus dans la Rome antique. Durant les fêtes des Vinalia, les Romains célébraient la pureté et la piété.
De l'autre côté de l'Atlantique, Vénus était considérée comme le petit frère du Soleil. D'une certaine façon, les plus fins observateurs de Vénus étaient les Mésopotamiens, les Aztèques, les Mayas et les Toltèques. Dans ces cultures, Vénus était une figure masculine, un guerrier macho armé d'une lance qui s'aventurait dans les enfers pour affronter les ennemis de l'humanité. Dans notre culture, on pense plutôt à la Vénus de Botticelli, mais à travers le monde, elle a été représentée d'une multitude de façons. Avec le temps, les mythes autour de Vénus ont été éclipsés par la science. En 1610, Galilée a observé les variations des croissants de Vénus, semblables à celles de la Lune. Un élément qui confirmait que les planètes de notre système tournaient autour du Soleil. Mais l'astronome n'est pas parvenu à observer les détails de son atmosphère. En mai 1761, à l'occasion d'un phénomène astronomique rare, le Russe Mikhaïl Lomonossov a découvert une particularité de l'astre. Environ une fois par siècle, Vénus passe entre le Soleil et la Terre. On voit un petit point qui se déplace devant le Soleil. Vénus traverse le disque solaire. Au début et à la fin de ce déplacement, quand elle croise l'extrémité, quelque chose d'étrange se produit. Une distorsion qu'on appelle la goutte noire. Comme si l'extrémité du Soleil se collait à celle de Vénus jusqu'à se déformer. Lomonossov a compris que ce n'était possible qu'à condition que Vénus soit dotée d'une atmosphère. On a alors pu calculer le diamètre de la planète et on s'est aperçu qu'il était proche de celui de la Terre. Pourtant, elle brillait beaucoup plus fort. Pourquoi? On s'est dit qu'elle était sûrement enveloppée par des nuages. C'était tout à fait juste. À l'époque, on a cru que ces nuages étaient constitués de gouttelettes d'eau. Ces similitudes entre Vénus et la Terre ont inspiré les auteurs de romans fantastiques et de science-fiction. Quand j'étais petite, j'ai feuilleté un livre sur Vénus. Il y avait des jungles préhistoriques et des animaux qui ressemblaient à des dinosaures. Ça avait l'air formidable, mais en réalité, il n'y a rien de tout ça. Au début de l'ère spatiale, Mariner 2 a été la première mission à atteindre une autre planète. En 1962, Mariner 2 a été la première sonde à survoler Vénus. Ça nous a permis de découvrir qu'à la surface, la température était très élevée. Ça a douché les espoirs de ceux qui voulaient explorer Vénus. L'idée que c'était une planète habitable pour les hommes, couverte de forêts luxuriantes, ne tenait plus la route. Grâce à Mariner 2, les équipes de la NASA ont constaté que Vénus tournait très lentement sur elle-même et dans le sens inverse de celui de la Terre. C'était un triomphe pour les Américains. Refusant de se laisser distancer, les Soviétiques ont tenté de lancer 16 missions vers Vénus entre 1961 et 1984. Décembre 1970.
Venera 7 est la première sonde à se poser à la surface de Vénus. Elle parvient à transmettre des données. Cinq ans plus tard, les sondes Venera 9 et 10 prennent les premières photos des paysages vénusiens. En décembre 1978, la sonde américaine Pioneer Venus Orbiter a entamé une mission de cartographie radar qui a duré 13 ans. Elle a été rejointe par la sonde Pioneer Venus Multiprobe, qui est entrée dans l'atmosphère de l'astre. 11 ans plus tard, Magellan a été lancé depuis une navette spatiale américaine pour un voyage de 15 mois en direction de Vénus. Okay, Pierre, we copy, check out. Après avoir effectué 4000 boucles d'un pôle à l'autre, Magellan a cartographié plus de 97% de la surface de Vénus. Ces images ont permis aux scientifiques de découvrir que la croûte de Vénus était très épaisse. Il y a 3 milliards d'années, Vénus était certainement semblable à la Terre. Les conditions favorables au développement de la vie étaient présentes. Tout indique que Vénus et la Terre ont été jumelles. Elles ont le même diamètre, elles font partie du même système. Plusieurs éléments indiquent que l'environnement de Vénus ressemblait à celui de la Terre peu après sa formation. Les deux planètes avaient des océans d'eau chaude et d'autres particularités nécessaires au développement de la vie au moment où elle est apparue sur Terre. Ce qui est très ennuyeux, c'est qu'on a très peu d'informations sur le passé de Vénus. La surface et l'atmosphère d'une planète sont comme une scène de crime. Sur Vénus, la scène de crime est presque inexploitable parce que tout a changé avec le temps. Les scientifiques qui veulent reconstituer son passé cherchent à répondre à une question cruciale. Quand l'évolution de Vénus a-t-elle divergé de celle de la Terre ? Vénus et la Terre sont jumelles en quelque sorte. C'est la seule planète de notre système qui a encore une activité géologique comparable à celle de la Terre. C'est comme un laboratoire géant qui nous permet de comprendre la Terre en étudiant leurs points communs et leurs différences. Vénus est un peu la jumelle maléfique de la Terre. En l'observant, on voit que deux planètes qui ont le même diamètre, la même densité et qui sont à peu près à la même distance du Soleil ont évolué de façon très différente. Peu après sa formation, Vénus semblait vouée au même destin que la Terre. D'après les données captées par les radars, il semble qu'autrefois, il y avait de l'eau sur Vénus. En effet, le granit qui compose ces plateaux s'est sûrement formé au fond d'un océan. Certaines formations de Vénus ressemblent à des continents. Elles sont hautes et plissées. Ce sont les formations les plus anciennes de la planète. Parce que, bizarrement, l'essentiel de la roche à la surface est assez jeune. Elle s'est formée il y a environ 500 millions d'années. Ces formations sont les seules qui aient survécu à une période plus ancienne. Ce sont les zones auxquelles je m'intéresse. On les appelle des Tesserae parce qu'elles ressemblent à une mosaïque.
Si les conditions pour l'émergence de la vie étaient réunies, pourquoi elle ne serait pas apparue sur Vénus? On étudie les Tesserae à la recherche d'éléments qui confirmeraient la présence passée d'environnements propices à la vie. Vénus a plusieurs points communs avec la Terre. Son diamètre, sa masse et son corps rocheux. Mais la ressemblance s'arrête là. Les scientifiques ont déterminé que lors des dernières phases de leur formation, les planètes ont subi plusieurs collisions de très grande ampleur. Lors de ces dernières collisions violentes, la Terre a acquis un satellite, la Lune. Sur Vénus, la puissance et l'angle des impacts n'ont pas permis la formation d'un satellite, mais elles ont influé sur sa vitesse de rotation, qui est très lente. Il faut 243 jours à Vénus pour faire un tour sur elle-même. Il s'agit de la rotation la plus lente du système solaire. En plus, elle tourne dans l'autre sens. À la surface de Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Vu depuis la Terre, le Soleil semble se déplacer dans le ciel à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Si on veut regarder le Soleil se coucher pendant plusieurs heures, on doit le suivre en avion. Sur Vénus, cette vitesse est de 6 à 8 km/h. En marchant à bon rythme, on peut suivre le lever ou le coucher du Soleil aussi longtemps qu'on veut. Vénus tourne à la vitesse à laquelle on marche. Et sa rotation pourrait être en train de ralentir. L'atmosphère très dense de Vénus pèse sur la surface et le relief, ce qui modifie la vitesse de rotation petit à petit et très légèrement. C'est ce qu'on a constaté en analysant les mesures effectuées depuis la Terre et avec Magellan et Vénus Express, la dernière mission européenne. Si la surface avance doucement, les nuages se déplacent très vite et leur vitesse varie. La sonde japonaise Akatsuki, aussi appelée l'orbiteur du climat de Vénus, a permis de découvrir que l'atmosphère de Vénus avait une rotation plus rapide que la planète elle-même, un phénomène appelé superrotation. Ce mouvement est provoqué par la température de la surface vénusienne. Vénus est dépourvue de champ magnétique, un élément clé dans la protection et le maintien de l'atmosphère terrestre. Sans ce bouclier protecteur, le rayonnement ultraviolet solaire détruit les molécules d'eau dans la haute atmosphère. Puis le vent solaire, le flux d'ions et d'électrons éjectés par notre astre, balaye une grande partie de l'hydrogène dans l'espace. À la formation de notre système, le Soleil ne brillait pas autant qu'aujourd'hui. Vénus avait une atmosphère plus hospitalière, mais l'augmentation de la luminosité a provoqué un effet de serre. Les océans se sont évaporés, l'eau s'est retrouvée dans l'atmosphère, ce qui a accentué l'effet de serre. C'est devenu la planète chaude et sèche que l'on connaît aujourd'hui. On est convaincu qu'il y a eu beaucoup plus d'eau à la surface de Vénus que ce qu'on observe actuellement. La planète abritait certainement un océan peu profond, mais on ne sait pas vraiment quand cette eau a disparu. L'eau a peut-être été présente pendant plusieurs milliards d'années. Des milliards. Sur Terre, la vie a évolué très vite après la période où la planète a été heurtée par des météorites. Pourquoi ça n'a pas été le cas sur Vénus? L'absence de vie sur Vénus nous aide à mieux comprendre la Terre. Quand l'eau s'est évaporée, l'atmosphère de Vénus a été envahie par le dioxyde de carbone émis par les volcans. Mais sans les océans,
ce dioxyde de carbone n'est plus absorbé et entretient l'effet de serre. Les océans se sont évaporés, notamment à cause de la vapeur d'eau qui a alimenté l'effet de serre. Plus l'eau s'évaporait, plus l'atmosphère se réchauffait à cause de l'effet de serre entretenu par l'évaporation de l'eau. Quand les océans ont disparu, le cycle du carbone s'est interrompu. Les volcans de Vénus continuaient d'expulser du CO2, mais il n'y avait plus rien pour l'absorber. Les puits de carbone se sont évaporés en même temps que les océans. La température a commencé à augmenter avec la quantité de CO2 rejetée par les volcans dans l'atmosphère. Et sans l'eau des océans, la quantité de CO2 n'était plus régulée. L'effet de serre était donc de plus en plus prononcé. Pourquoi le niveau de CO2 expulsé par les volcans était-il élevé sur Vénus et négligeable sur la Terre? La différence s'explique par la géologie des deux planètes. Le noyau de la Terre, comme celui de Vénus, comprend du fer en fusion. Avec le temps, la décroissance radioactive de l'uranium, du thorium et du potassium génère de la chaleur. La roche en fusion perce la croûte terrestre là où elle est la plus fine, au milieu des océans. La lave envahit les fonds marins. Avec la tectonique des plaques, des monts sous-marins poussent les plaques lithosphériques, constituées de la croûte et du manteau terrestre. Quand ces plaques océaniques entrent en contact avec la croûte continentale, plus épaisse, elles plongent en dessous. La friction fait fondre la roche, une réaction accélérée par l'eau des océans. Des réservoirs de magma se forment. La pression augmente jusqu'à provoquer l'éruption d'un volcan. La tectonique des plaques est à l'origine de 80 éruptions volcaniques par an. Ce phénomène peut produire une énergie telle qu'elle bouleverse le cours de l'histoire de notre planète. Le parc national de Yellowstone, en Amérique du Nord, est un laboratoire à ciel ouvert où l'on peut étudier la géologie terrestre. C'est l'association de composés organiques et de l'énergie géothermique dans des lieux comme celui-ci qui a peut-être permis le développement des premiers organismes vivants il y a des milliards d'années. Les sources chaudes et les geysers du parc sont alimentés par un dôme de magma situé dans les profondeurs de la Terre. Tous les 600 000 ans environ, le magma pousse le plateau de Yellowstone. Des gaz chauds et de la lave sont expulsés à travers les fissures de la croûte terrestre. Le plateau s'effondre, ce qui entraîne des éruptions explosives. Les nuages de cendres éjectées s'étendent sur toute la surface du continent. La tectonique des plaques, c'est ce qui fait avancer le monde. C'est un des principes fondamentaux du fonctionnement de notre planète. Ses conséquences vont bien au-delà de la dérive et du mouvement des continents. Elle régit aussi le cycle du carbone et le changement climatique. Les échanges entre la structure interne et la surface de la Terre sont le résultat de la tectonique des plaques, mais elles n'existent pas sur Vénus. L'explication de cette différence se trouve dans la croûte des deux planètes. Sur Terre, l'épaisseur de la croûte est de 8 km sous les océans et de 30 km sous les continents. La croûte de Vénus serait au moins 2 fois plus épaisse. Elle forme un couvercle rigide qui ne laisse rien échapper de son manteau. Si la Terre n'avait pas connu des époques géologiques très différentes et que les plaques avaient stagné, comme sur Vénus, l'azote et le dioxyde de carbone présents dans l'atmosphère vénusienne seraient aussi concentrés dans la nôtre.
La croûte de Vénus ne s'est pas divisée en plaques, mais la chaleur de son manteau doit s'évacuer malgré tout. Vénus est une planète très volcanique. La majorité de sa surface est couverte de volcans de différents types. Sur les données des radars, dont la précision est de 100 mètres par pixel, on voit des petits cônes volcaniques, mais aussi des coulées de lave gigantesques qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. La sonde Magellan a immortalisé tout un éventail de volcans. Vénus abrite des volcans boucliers. Le volcan bouclier est relativement plat. Il évoque la forme d'un bouclier posé au sol, d'où son nom. Vénus possède différents types de volcans qu'on ne trouve sur aucune autre planète du système solaire. Par exemple, des volcans en dôme, qu'on appelle des pancakes, parce que leur forme rappelle celle des petites crêpes. Ils sont plats sur le dessus et leurs flancs sont à pic. Certains de ces dômes ont des bords fracturés et accidentés. On les appelle des tiques, parce qu'ils ressemblent à des insectes écrasés. Les arachnoïdes, à la structure très fracturée, rappellent une toile d'araignée, avec des fractures concentriques et des fractures radiales. Les coronae sont des structures volcaniques très vastes, dont la forme indique qu'une partie de la roche de la croûte est peut-être renvoyée dans le manteau. Les coronae vénusiennes sont semblables aux calderas terrestres, avec des fractures concentriques et des effondrements successifs. Une colonne éruptive de gaz chaud et de cendres s'élève jusqu'à la surface et des volcans se forment, un peu comme ce qu'on observe à Hawaï. Les volcans qui constituent la Grande Île mesurent 150 km de large à eux deux. Mais sur Vénus, quelques coronae sont encore plus vastes. Vénus compte quelques volcans gigantesques. L'un d'eux fait 2600 km de diamètre. Sur Vénus, où rien n'indique qu'il y ait une tectonique des plaques, c'est par l'intermédiaire des volcans que la chaleur s'évacue ou qu'elle s'est évacuée par le passé. Les traces d'activité volcanique à la surface sont un témoignage de la manière dont Vénus essaie de se rafraîchir, dont sa structure interne rejette la chaleur et achemine le magma brûlant à la surface. Il y a 500 millions à 1 milliard d'années, un phénomène de grande ampleur s'est produit. Quand on observe Vénus depuis des satellites et qu'on compte les cratères visibles, on s'aperçoit que l'essentiel de sa surface est très jeune d'un point de vue géologique. Il y a 500 millions d'années, quelque chose a provoqué des éruptions volcaniques sur toute la surface de Vénus, alors qu'elle fait le même diamètre que la Terre. Aujourd'hui, on essaie toujours de déterminer la nature et les causes de cet événement. Vénus n'avait plus d'océan. Elle était dépourvue de champs magnétiques et de tectonique des plaques qui auraient permis d'absorber le carbone dans la croûte. Ces volcans crachaient du CO2 dans l'atmosphère.
tous les ingrédients étaient réunis pour un désastre climatique. Pendant ce temps, sa jumelle, la Terre, a réussi à cultiver une biosphère complexe et en perpétuelle évolution. L'étude des trajectoires opposées de la Terre et de Vénus est un des pivots d'une des plus grandes quêtes de la science moderne, la recherche d'autres systèmes solaires et de mondes habités dans la galaxie. Les travaux menés dans des observatoires sur Terre et dans l'espace ont permis d'identifier 4000 planètes. Des milliers d'autres pistes n'ont pas encore été explorées. Parmi ces exoplanètes, un grand nombre ont un diamètre comparable à celle de la Terre et de Vénus. L'orbite autour du Soleil de leur système les rend habitables et elles peuvent abriter de l'eau sous ses 3 états, liquide, solide et gazeux. D'après des études statistiques, ces planètes pourraient être au nombre de plusieurs milliards dans notre galaxie. La vie et la vie intelligente sont-elles un produit des lois de la nature? Ou le fruit du hasard? Un événement fortuit dont les conditions sont difficiles à réunir au cours de la vie d'une planète? Vénus ne nous a pas encore fourni les réponses à ces questions. Pendant des années, quand on a commencé à en savoir plus sur Vénus, les scientifiques et les partisans de la conquête spatiale disaient « Il ne faut surtout pas aller sur Vénus parce que la température est trop élevée à la surface, assez pour faire fondre du plomb. » Mais il s'avère que la température baisse quand on monte en altitude. Dans une des zones de Vénus, les conditions sont proches de celles du niveau marin sur Terre. La découverte de conditions habitables dans la haute atmosphère de Vénus a inspiré aux ingénieurs et aux scientifiques une mission révolutionnaire. D'abord, un véhicule pénétrerait dans les couches supérieures de l'atmosphère vénusienne. Au lieu d'atteindre la surface, il déploierait un dirigeable dont la longueur pourrait atteindre 130 mètres. À bord de cette plateforme, baptisée le High Altitude Venus Operational Concept, ou HAVOC, les astronautes pourraient conduire des expériences. Elle pourrait même constituer la première pierre d'un avant-poste sur Vénus. Une cité des sciences dans les nuages de Vénus. L'objectif serait d'exploiter les avantages de l'atmosphère de Vénus. À la surface, la pression est équivalente à celle ressentie à 900 mètres sous le niveau de la mer. Sa température est la plus élevée des planètes du système solaire. Mais à 50 km d'altitude, dans les nuages, la pression est équivalente à celle du niveau de la mer sur Terre. La température est celle d'une journée de début d'été en Europe ou en Amérique du Nord. Les ballons pourraient flotter à cette altitude. Imaginez des astronautes à bord d'un dirigeable, flottant dans des nuages d'acide sulfurique. Les moteurs électriques seraient alimentés par le soleil. Ils rentreraient chez eux après une mission d'études. Ce qui serait formidable avec les gros dirigeables déployés dans l'atmosphère de Vénus, c'est que la pression intérieure et la pression extérieure seraient proches. Ils n'exploseraient pas en cas d'accident.
Voici des projections d'une cité dans les nuages de Vénus. Pour construire une station aussi complexe, nous devrons réussir à extraire des matériaux, comme la fibre de carbone, directement depuis l'atmosphère. Le but de la mission est d'installer une station de recherche qui déploierait des sondes dans l'atmosphère de la planète, ainsi qu'à sa surface. Depuis leur plateforme flottante, les chercheurs s'efforceraient de reconstituer l'histoire géologique de Vénus et de comprendre les rapports entre la surface et l'atmosphère. Ils chercheraient à localiser les volcans en activité et étudieraient les interactions entre les éléments physiques, chimiques et peut-être biologiques de l'atmosphère, avec pour ambition de comprendre comment Vénus est devenue aussi inhospitalière. En 1985, les scientifiques russes ont envoyé un ballon sur Vénus avec l'atterrisseur Vega 2. La mission a affronté des vents de 240 km/h. Le ballon d'un diamètre de 3,5 mètres a trouvé une altitude stable à 54 km de la surface, dans la couche nuageuse la plus active. Il a effectué un voyage de 7400 km au-dessus de la face éclairée de la planète. Les successeurs de Vega 2 se déploieront peut-être depuis des vaisseaux pour effectuer des mesures à des altitudes bien précises. Ces ballons pourraient former un réseau de capteurs capables de détecter des signes d'activité sismique. Notre ballon peut déceler les tremblements de terre en flottant autour de Vénus. L'avantage, c'est qu'avec une atmosphère aussi épaisse, les ondes sonores des séismes se propageront jusque dans l'atmosphère et seront détectables depuis un ballon et même en orbite. C'est génial. Si en apparence il s'agit seulement d'une épaisse couche de nuages quelconque, l'atmosphère de Vénus renferme aussi des secrets passionnants. Parmi les composants les plus importants de l'atmosphère de Vénus que nous devons étudier, il y a les fossiles moléculaires qu'elle abrite. Les gaz nobles, l'argon, le néon, le xénon, le krypton, ne réagissent pas vraiment avec d'autres éléments. Ils sont dans l'atmosphère depuis la formation de la planète. En les mesurant, on obtiendra des fossiles moléculaires qui nous renseigneront sur l'atmosphère primitive de Vénus. Ainsi, les chercheurs sauraient s'il y a eu des fleuves et des lacs à la surface de Vénus. Si un jour les hommes évoluent dans les nuages acides de Vénus, ils s'apercevront peut-être qu'ils ne sont pas seuls. Il y a une centaine d'années, les astronomes ont commencé à remarquer des taches sombres qui apparaissaient uniquement dans le rayonnement ultraviolet. Les spécialistes de l'atmosphère de Vénus ont repéré une signature qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Quelque chose dans les nuages absorbe les rayons UV, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Les rayons sont peut-être absorbés par des organismes vivants, des créatures des nuages. Il y a des nutriments, des éléments liquides, de nombreuses choses considérées comme indispensables à la vie. Le seul obstacle à la vie est l'acide dans les nuages. Mais on a découvert sur Terre des organismes extrémophiles, et notamment des organismes acidophiles, qui survivent dans des environnements très acides. Certaines bactéries terrestres, comme Thiobacillus ferrooxydans,
ont un spectre d'absorption proche de ce qu'on a observé sur Vénus. La vie se serait-elle développée avant de migrer dans l'atmosphère, quand les conditions à la surface sont devenues intenables? Sur Terre, on a découvert des microbes à 40 km d'altitude. La vie s'est développée sur Terre il y a 4 milliards d'années. Elle a donc colonisé tous les espaces possibles. Elle est partout, aussi bien dans les profondeurs que dans les nuages. Si on réussit à aller sur Vénus et à flotter dans son atmosphère, on doit essayer de déterminer si les conditions nécessaires au développement de la vie y sont réunies et si elle abrite des organismes vivants. Si dans la couche de nuages, la température est raisonnable, à la surface de la planète, elle est extrêmement élevée. Les ingénieurs sur Vénus devront employer des moyens mécaniques pour l'arpenter, car les composants électroniques les plus robustes, ceux qui sont développés par l'armée, cessent de fonctionner à partir de 125 degrés. Je vais vous faire une démonstration. Cette horloge est composée d'acier inoxydable. On l'a étuvée à 460 degrés et on l'a fait fonctionner dans un four. L'objectif de cette expérience est de savoir ce qui serait susceptible de mal fonctionner sur Vénus. Les ressorts sont un élément important. Ici, on a un ressort d'horlogerie et là, un ressort spirale composé d'un alliage nickel-chrome. Même à des températures extrêmes comme celle à la surface de Vénus, soit 462 degrés, l'ensemble va se dilater et se contracter au même rythme et les mécanismes ne s'enrayeront pas. On a réussi à le démontrer en faisant tourner cette horloge. À l'instar de celle de Mars, l'exploration de Vénus nécessitera des déplacements. Mais la plupart des technologies utilisées par les scientifiques ne fonctionneront pas sur Vénus. C'est notamment le cas de l'électricité solaire. On peut exploiter l'énergie solaire à la surface de Vénus, mais à des niveaux bien inférieurs à ce qu'on est capable de faire sur Terre. À cause de l'épaisse couche de nuages et du décalage vers le rouge de la lumière, les panneaux solaires fonctionnent moins efficacement. L'autre difficulté, c'est la longue nuit de Vénus. Elle dure environ 60 jours. On cherche donc à exploiter l'énergie éolienne. Les vents de surface sont lents et denses. Si on extrait l'énergie de ces vents avec une turbine et qu'on la transmet aux roues, le véhicule pourra se déplacer lentement avec un couple élevé. En exploitant l'énergie du vent, on pourra faire avancer des véhicules à la surface de façon mécanique. On pourra envoyer des capteurs et des radios à la surface. Mais la puissance de traitement, les ordinateurs utilisés pour la mission resteront dans un véhicule en altitude. Comme un avion qui volerait à 50 km de la surface, ou bien encore un satellite. Les vents dans l'atmosphère de Vénus sont très puissants. Ils soufflent à 100 mètres par seconde. On pourrait, par exemple, se laisser porter par ces vents. L'essentiel est de se déplacer plus vite que le vent pour rester dans la zone éclairée par le soleil. Malgré la température extrême qui règne à la surface de Vénus et les pluies acides qui tombent en permanence, les astronomes situent la planète dans ce qu'on appelle la zone habitable étendue. En étudiant Vénus, on peut se demander où est la limite de la zone habitable. Aujourd'hui, dans notre système solaire, on la place entre la Terre et Vénus. Mais il y a plusieurs milliards d'années, quand elle possédait un océan, Vénus était dans la zone habitable. Les chercheurs pensent qu'à un moment donné, la pression atmosphérique sur Mars était plus élevée et l'atmosphère certainement plus chaude et plus humide. Sur Vénus, la pression a été moins élevée et les quantités d'eau plus importantes qu'actuellement. Aujourd'hui, l'environnement est très sec. À l'époque où la pression était plus basse et l'eau présente, la planète était sûrement habitable. Les conditions ont dû évoluer avec le temps.
En observant notre galaxie, les astronomes tentent d'identifier les conditions nécessaires à la formation d'une planète comme notre Terre. Les exoplanètes sont trop éloignées pour qu'on puisse les étudier en détail. Mais les recherches sur Vénus nous permettent de mieux comprendre ces mondes lointains. Il y a des millions, sûrement même des milliards de planètes semblables à la Terre et à Vénus. On aimerait comprendre pourquoi Vénus est devenue un désert hostile. Et pourquoi la Terre abrite de l'eau sous forme liquide et a permis à la vie de se développer. D'après ce qu'on sait de son histoire, Vénus a pu faire partie de la zone habitable. Les spécialistes des exoplanètes savent qu'il ne faut pas considérer ces astres comme des environnements extrêmes et inhospitaliers. Il faut les étudier en détail. On sait maintenant que la zone habitable peut être beaucoup plus proche de l'étoile centrale du système. Quand on observe la galaxie, on aperçoit des planètes semblables à la Terre et on espère trouver d'autres terres, évidemment. On cherche des mondes qui ressemblent aux nôtres, des planètes de la taille de la Terre. Et il se trouve que la planète la plus proche qui remplit ce critère, c'est Vénus, notre voisine. Elle nous permet d'en savoir plus sur la formation des planètes de cette taille et sur leur habitabilité. Deux planètes, nées au même moment, de taille et de masse comparables, faites de la même matière. Il y a des milliards d'années, elles abritaient toutes deux des océans et une atmosphère riche en vapeur d'eau. Avec le temps, l'une de ces planètes s'est parée de vert et de bleu, les couleurs de la vie. Quant à l'autre, elle s'est enveloppée d'une brume toxique. Et des éruptions volcaniques ont transformé sa surface. De ces deux mondes, lequel est le plus commun dans le cosmos? On dispose de nombreuses informations sur Mars. On y a envoyé des dizaines de sondes. Nos rovers ont sillonné sa surface. Mais on en sait encore très peu sur Vénus. Nous devons approfondir notre exploration de cette planète pour en découvrir davantage sur sa circulation atmosphérique et son climat. Vénus ne doit pas devenir la planète oubliée du système solaire. Mieux comprendre Vénus, c'est mieux connaître la Terre. J'imagine qu'un jour, quand on aura mis au point des drones ou des véhicules adaptés et qu'on pourra envoyer des hommes à la surface équipés de combinaisons protectrices, on arrivera à observer Vénus comme il se doit. Et on se dira, c'est fou, on n'imaginait pas que c'était aussi beau. C'est une planète très vaste. Les terres vénusiennes sont bien plus étendues que les nôtres, puisque l'eau recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. Quand ce sera possible, on explorera Vénus et on sera émerveillé.